j'ai quand même démarré mon boulot. Donc, allez, on va se voir un certain nombre de fois pour le cours qui s'appelle Traitement de l'énergie électrique. Euh, alors après, il est un petit peu mal organisé cette année. Alors à cause des problèmes du Covid et des salles, et donc du coup, on a une organisation qui est un petit peu particulière. Donc il va falloir que je réadapte ça. Alors j'ai pas encore forcément les idées claires sur la manière de l'organiser, mais il va falloir que je les ai très rapidement parce que je vous ai la semaine prochaine en travaux dirigés, sauf erreur de ma part, le mardi après, mais le mercredi après, quelque chose comme ça, hein. Et en plus je vous ai pas très longtemps, juste 3 heures à chaque fois. Donc c'est pas cool. Donc on va se voir en traitement de l'énergie électrique. Donc pour les anciens L2, c'est la suite du cours de Monsieur Fruchier, en plus compliqué. Donc si vous avez maîtrisé le cours de Monsieur Fruchier l'an dernier sur les puissances actives, réactives et apparentes, bref, toute cette partie-là, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Tout va bien se passer, ce n'est que j'allais dire, rappels. En tout cas pour la partie démarrage, alors faites simplement attention, c'est qu'en plus de ce que faisait Monsieur Fruchier, j'ai toute la partie démonstration qui faisait pas forcément l'an dernier, qui était plutôt orienté principalement sur les formulations. Donc cette fois-ci, moi, je vais vous rajouter la totalité des formules. Alors, c'est quoi le cours? Alors normalement, je vous ai partagé mon écran, donc je pense que vous devriez bien le voir, enfin j'espère. Alors, c'est quoi le cours de traitement de l'énergie électrique? Alors, l'objectif, c'est essayer de vous aider à comprendre, concevoir et dimensionner, comme d'habitude, le réseau de transport de l'électricité et les systèmes de gestion de l'énergie électrique que vous allez retrouver donc d'une manière générale soit sur le réseau, donc l'électricité qui arrive chez vous, soit éventuellement chez vous, pour savoir effectivement comment vous allez dispatcher l'électricité dans votre maison et dans les différentes structures. Donc c'est vraiment du réseau électrique classique, d'accord. J'ai du fil électrique, j'ai de la source, je transfère la source chez vous et je vais essayer de gérer ça correctement. Donc à la différence de ce que faisaient les L2 l'an dernier, moi je ne fais pas les sources. On est bien d'accord, hein, je ne vais pas vous expliquer ce que sont des systèmes hydroélectriques, etc. Moi je passe directement sur les interconnexions, le réseau et la gestion du réseau. Alors, alors c'est pas tout à fait vrai parce que à cause de la réorganisation, ce que j'ai écrit sur cette diapo-là est un petit peu, va être un peu différente, hein. J'ai pas exactement tout, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, vous allez avoir un projet à faire en parallèle qui, pour les EEA, va gérer les matières de machines électriques et traitement de l'énergie électrique. Et ensuite, effectivement, on aura une partie de TD, en particulier sur la semaine prochaine, je pense, à minima, au format à peu près classique pour les formulations. D'accord? Donc du coup, c'est un projet. Donc cette année, on va garder la même version que l'année prochaine, en particulier pour les étudiants du parcours énergie et matériaux. Cette année, éolienne, l'année prochaine, installation PV. Donc effectivement, vous allez vous organiser, essayer de travailler sur la partie éolienne, sachant que vous allez travailler EEA plus énergie et matériaux. D'accord? Autant sur les EEA, vous aviez l'habitude, hein, je vous avais réparti au premier semestre en petits groupes de 4. Donc les énergies et matériaux, on va faire exactement la même chose. Et cette fois-ci, un groupe de EEA va travailler avec un groupe d'énergie et matériaux, donc sur le projet, dans ce cas-là, des éoliennes offshore. Alors, comment je vais vous évaluer sur la totalité du semestre? Alors, le projet complet est noté sur 20 points. Alors, donc ça veut dire qu'il y a une partie évaluation écrite et une partie évaluation orale. Donc, orale, comme d'habitude, une petite présentation à faire, donc, et pour les ENARMAT et pour les EEA. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Et ensuite, effectivement, des écrits. Donc sur les écrits, on reprend, pour ceux qui m'ont eu déjà l'an dernier, la même structure que les cours d'électronique de puissance chez les L2, c'est-à-dire que vous allez avoir un examen de cours à partir de la 4e semaine de cours. Alors, du coup, c'est le même schéma de pensée, mais pas tout à fait organisé de la même manière.
on va effectivement faire examen de cours, mais dans les séances de travaux dirigés. D'accord? Donc, j'ai chaque semaine, je vais avoir à partir de la semaine prochaine, chaque parcours énergie et matériaux et EEA. Et à la fin de chaque séance, vous allez avoir donc un petit examen de cours. Comme d'habitude, c'est le même format que la dernière fois, enfin que l'an dernier, pardon. C'est 5 minutes d'examen de cours en fin de séance pour évaluer effectivement ce que vous avez appris sur le cours. D'accord? Ensuite, vous allez avoir un examen terminal qui va compter pour 25% de votre note. Et ensuite, effectivement, le fameux rapport et les simulations qui vont compter effectivement vers 25% de la note finale, avec en plus de l'oral. Est-ce que c'est à peu près clair pour ça, pour cette partie-là? Oui. Ouais, c'est bon pour tout le monde? Alors, normalement, ce que je dois vérifier comme information, c'est que vous êtes officiellement inscrit donc, sur un certain nombre de cours. Et en particulier pour la partie électricité, vous devez être aussi inscrit au cours de mathématiques et EEA. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, je rappelle les manières de fonctionner. Vous allez sur l'accueil de Moodle EEA. Vous avez dans la section L3 la liste des codes de cours. Et donc, à minima, pour tous les étudiants donc, qui font le cours de traitement de l'énergie électrique, vous devez être inscrit effectivement donc, à ce cours-là. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de problème, vous êtes tous là. Mais aussi au cours de mathématiques et EEA. D'accord? Si vous ne l'avez pas fait, ben, vous avez le code qui est là, vous le prenez, vous retournez sur le tableau de bord, vous saisissez le code à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous avez effectivement dans le cours de mathématiques et EEA? Donc vous avez un certain nombre de choses particulièrement importantes, en particulier la trigo, les nombres complexes, la différenciation, les équations différentielles, le calcul intégral, les séries de Fourier, les transformés de Fourier, ce genre de choses. Donc moi je vais m'intéresser principalement aux trois premiers, trigo, nombres complexes et différenciation. D'accord? Quand vous êtes au niveau L3, donc ça veut dire que pour moi, par définition, la totalité de mes étudiants, et je précise bien la totalité de mes étudiants, vous devez maîtriser obligatoirement la trigonométrie, les nombres complexes et la différenciation et les équations différentielles. C'est pas... Excusez-moi, monsieur. Oui? Il y a Zhang et Larat qui essaient de s'inscrire au cours parce qu'ils ne l'ont pas encore fait, mais les inscriptions sont fermées. Bah, c'est parce qu'ils ont écrit une connerie, j'imagine. Non, non, ils sont sur le cours et ils m'ont envoyé une capture où il y a écrit les inscriptions au cours sont désactivées. Hmm, L'électricité s'appelle le cours. ouais, mais Mais ils ont pas saisi le code, hein. ils peuvent cliquer sur le lien via l'emploi du temps, non? Non, le lien sur Pour l'emploi du savoir. temps, il est verrouillé. Oui, je sais pas, moi j'avais dit de mettre le code et ils me disent mais non, ça fonctionne pas. Donc je vois pas comment les aider plus que ça. Bah, Non, 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 c'est normal parce qu'il faut ajouter le code sur ouais. l'accueil. Non, mais je pense ils ont pas cliqué sur l'accueil et ils l'ont pas saisi dans l'inscription. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ça a déjà arrivé hier, déjà réglé. Donc D'accord, ok, bon, si tu veux, super, super. c'est interdit de se connecter sur la session parce si si tu n'as pas saisi correctement dans le tableau de bord, si tu n'as pas saisi ici dans le code d'inscription la valeur, le code, tu n'as pas accès aux cours. Les cours sont verrouillés. On évite effectivement que les gens aillent cliquer un petit peu n'importe où. Donc, D'accord. je reviens sur. Donc, dis-leur Ah, d'accord. qu'éventuellement, ils le saisissent bien dans le code d'inscription, qu'ils mettent le bon code, qu'ils oublient pas qu'ils mettent pas des espaces ou des conneries comme ça, quoi. Et une fois que c'est fait, ils D'accord. peuvent venir. Il n'y a pas de problème. Bon, je répète ça. Alors, donc, à l'intérieur de la structure, on est bien d'accord. Dans chacun des trois premiers chapitres, sur la partie trigonométrie, si vous vous souvenez pas des règles de trigonométrie, vous avez un chapitre de résumé qui va vous rappeler les grandes règles de la trigo. Et en dessous, vous avez des questionnaires d'évaluation pour tester effectivement vos connaissances. Donc ça, c'est valable pour la trigo, les nombres complexes et les problèmes de différenciation et d'équation différentielle. Donc entraînez-vous parce qu'effectivement, moi je considère par définition que vous savez le faire. Donc c'est-à-dire si vous me posez la question, j'ai cosinus oméga t, je dois le dériver.
ouais, je vais vous répondre et que vous me répondez, je sais pas faire, je vais vous répondre, ben, mon garçon, il va falloir travailler tes cours de maths. Donc parce que effectivement chez moi c'est une habitude. Mais c'est aussi la même chose par exemple sur les cosinus A plus B, sur les A plus JB, les modules, les arguments et ce genre de choses. Ça doit être automatique chez vous. Je rappelle les règles de Thalbert, donc qui sont valables pour la partie mathématique et qui sont aussi valables pour la partie donc, du cours d'électricité. Pour la totalité de tous les cours, pour la totalité du cours d'électricité, je rappelle à chaque fois que vous avez donc tous les chapitres qui sont déjà actifs, donc vous pouvez y aller. Alors il y a un seul chapitre qu'on ne fera pas ensemble, c'est le cours de Monsieur Fruchier qui s'est inscrit, enfin qui s'est inséré en plein milieu, donc c'est le, le truc qui s'appelle Introduction à l'électrotechnique. Donc celui-là on le fera pas, c'est officiellement le cours de l'an dernier, enfin le cours de ex-L2. Donc ce qu'on va faire ensemble sur la partie électricité, c'est les rappels de forme de l'énergie électrique. Et du coup, je vais commencer en plein milieu du chapitre. Production et transport de l'énergie électrique, magnétisme appliqué au génie électrique et transformateur mono et triphasé. D'accord. À l'intérieur, comme pour les parties rappel de mathématiques, vous avez le chapitre de cours au démarrage, donc, et en dessous, l'évaluation de cours, donc les questions qui sont associées directement au cours. Et donc ce que je vous disais, la règle Thalbert, qui est toujours vraie, c'est que concernant les questions de cours, c'est une question, une minute. Ça veut dire que à chaque fois que vous allez avoir des questions de cours dans les examens, etc., c'est forcément une question, une minute. D'accord? Donc entraînez-vous. Pour chaque chapitre de cours, vous avez une évaluation de cours. Donc entraînez-vous pour essayer d'apprendre les bonnes formules, les bonnes questions, les bonnes démonstrations, etc. Jetez bien des coups d'œil, etc. Les bonnes terminologies. Il faut impérativement que vous vous entraîniez, sachant que vous avez déjà tous les TD qui sont en ligne. En tout cas sur les chapitres rappel de l'énergie électrique, vous les avez tous là, exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la même chose sur production et transport de l'énergie électrique. Vous avez l'évaluation du cours et la totalité des TD. D'accord? Ce qui veut dire que vous pouvez déjà commencer à vous entraîner pour voir la totalité des questions. Magnétisme, je crois que la seule chose qui me manque à faire, j'ai oublié de rajouter les derniers TD et de faire les évaluations de cours. Mais ça va arriver, mais de toute façon le magnétisme on va pas le faire de suite. Est-ce que jusque là c'est bon? Oui, c'est clair. Ouais? Ouais. Alors, donc du coup, je reprends les mêmes techniques que l'an dernier. Donc ça veut dire cours sur Nearpod, c'est-à-dire qu'en début de séance, je vais vous donner un code qui va vous envoyer effectivement sur la session de cours correcte. Et ensuite, effectivement, on va faire ensemble le cours sur la plateforme Nearpod. Sachant que je vais activer à la fin, à la fin de la séance, donc à chaque fin de séance, pour chacun des chapitres, vous allez avoir dans le support de cours que vous avez ici, donc rappel de l'énergie électrique, tout en bas du support de cours, vous allez avoir la ligne qui va vous permettre de reprendre la totalité du cours sur Nearpod si vous êtes arrivé en cours de route. Donc je pense principalement aux gens qui ne sont pas forcément connectés immédiatement pour des raisons X, Y ou Z. D'accord? Alors, Nearpod, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas. Vous allez sur le site web, vous ouvrez un autre onglet, ne fermez surtout pas celui-là d'onglet. Ça peut servir éventuellement pour que vous écoutiez ce que j'ai à dire. Donc vous ouvrez un deuxième onglet sur votre navigateur web qui s'appelle nearpod.com. Jusque-là c'est bon? Ensuite, en tant qu'étudiant, vous allez ici sur le code rouge et vous allez taper le code 7FJDP. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, tac, je vous le mets dans le chat. 7FJDP. 7, Frédéric, Janine, Damien, Pascal. pour pour les codes.
Alors, il va vous demander au démarrage, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, votre nom. Donc, vous saisissez votre nom et vous devriez arriver tous sur cette diapositive-là. Ah, on a trouvé Zang qui est arrivé. Youhou! Comment ça va? C'est c'est bon, t'es arrivé à te connecter? Alors, dû au fait que la semaine prochaine, on a 3 heures de TD et que le chef, il a un peu concentré j'allais dire concentrer les TD au démarrage, ce qui fait qu'on terminera les cours après les travaux dirigés. Je vais réorganiser très légèrement le chapitre 1. C'est-à-dire que je ne vais pas le prendre dès la première diapo, hein. Enfin, on va commencer à faire les premières diapos, puis ensuite je vais sauter plein de trucs. Et je reviendrai après, hein, ne vous inquiétez pas, on les fera, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Donc on va prendre le chapitre 1 un petit peu à l'envers. Ne vous inquiétez pas. Oui, alors je clique au mauvais endroit, que je suis bête. Alors, je suppose que vous êtes quasiment tous arrivés. Donc, ce que je vous disais, effectivement, c'est que le but de ce cours, effectivement, c'est bien de vous présenter l'ensemble des éléments techniques, structures, composants, pour comprendre et concevoir tout ce qui est les systèmes de réseau d'énergie électrique, qui sont intégrés donc soit au bâtiment, soit au réseau RTE. C'est-à-dire, ce que je vais essayer de vous apprendre, c'est la notion de l'énergie électrique, que normalement vous êtes censé maîtriser. Les notions d'énergie thermique, ça aussi vous êtes censé les maîtriser. Mais je vais vous donner un certain nombre d'informations sur la normalisation pour le choix des composants et des systèmes, ainsi que vous apprendre ce que sont les composants magnétiques à l'intérieur des différentes structures de réseau électrique, parce que ça fait partie des objets que vous allez utiliser probablement de manière régulière à l'intérieur de votre future potentielle carrière. Alors, dedans, vous avez une biblio qui se trouve, je crois, quelque part dans le chapitre sur la plateforme Moodle. Donc ça, tous ces bouquins-là, vous les avez, ça fait partie des bouquins que j'utilise régulièrement. Donc vous les avez référencés quelque part sur la plateforme, je crois que ça doit être dans la bibliographie, dans le chapitre, dans le chapitre qui se trouve tout à la fin avec un petit livre. J'ai retenu Clicon, c'était un livre. Et vous les avez tous ces bouquins à la BU. Donc introduction à l'électrotechnique, le Laroche et Masson, l'électronique de Grabowski sur Duno, électricité électronique de commande de puissance, électrotechnique c'est Lagati, machine électrique, donc ça c'est un peu plus pour les EEA. Et ensuite effectivement si vous avez perdu vos règles sur l'électricité et ce genre de choses, vous avez le précis de physique, électricité 1 et 2 électronique, le Querel et Mespler. Alors c'est un vieux bouquin, hein. Mais Talbert est vieux, hein. Mais dedans, si effectivement vous vous en souvenez plus comment ça fonctionne, c'est une bonne idée. Et ensuite, effectivement, vous avez le truc qui s'appelle électromagnétisme, fondement et application, le Pérez, Karl et Fleckinger de chez Masson. Si effectivement vous n'êtes pas à l'aise avec le domaine du magnétisme, en général, dès qu'on parle de magnétisme, les étudiants, vous avez plutôt tendance à partir en courant. Je vous conseille ce bouquin, il est assez bien fait. Bon, puis après, il y a des bouquins un petit peu plus sur les machines électriques, mais ça, c'est plus pour les EEA. Donc, ce qu'on est censé voir, on va voir donc les 4 chapitres suivants, donc les rappels de forme de l'énergie électrique, la production et le transport de l'énergie électrique, le magnétisme appliqué et les transformateurs mono-et-tri. Donc, on va faire aujourd'hui le premier chapitre et on va faire la fin, enfin le milieu, on va commencer au milieu en gros du chapitre et la semaine prochaine on reviendra sur le démarrage. Donc, sachant que le chapitre 1, c'est principalement les notions de fonctionnement d'un système, la normalisation, l'énergie, la puissance et le rendement, l'analyse de fonctionnement des systèmes et les caractérisations de signaux électriques. Donc je vais aller directement sur le... Alors, je vais le faire de la manière suivante. Je vais aller au paragraphe 3. Ensuite, je vais aller sur le 6, de manière à m'assurer que vous ayez le minimum syndical pour la semaine prochaine. Pour les TD de la semaine prochaine. Et ensuite, effectivement, je ferai les notions de fonctionnement, la normalisation, les rendements et les analyses. D'accord? On va le faire dans cet ordre-là.
Ça rappellera à certains le fait qu'on avait fait les mathématiques avant l'électronique de puissance. Alors, où est-ce que c'est que je retrouve énergie, puissance? C'est là. Donc, énergie, puissance et rendement. On va commencer par ça. Non, il faut que je clique au bon endroit. Alors, ma première question, donc je commence par, pour essayer de vous réveiller. Première question du moment. Quelle est votre définition à vous tous de l'énergie? Vous êtes prêts? Vous allez avoir 1 minute. Si je vous dis énergie, quelle est votre définition? Top chrono. Alors, il faut que j'écrive moi aussi, parce que j'ai 1 minute pour écrire un truc. Quelle est ma définition de l'énergie? Alors, dans la liste des propositions que vous me faites, alors, j'aime bien celle-là, elle m'amuse. Une capacité à fournir un effort. Alors, j'ai celle-là, ça peut être produit ou une source. C'est une entité qui est utile. Oh putain. Ouh, il y en a un qui est moins réveillé que moi encore. Capacité qu'a un système de produire du travail. Ouais, je pense que c'est assez proche de cette définition-là, hein. Donc la capacité d'un corps à modifier sa structure ou son mouvement. L'énergie est exprimée en watts. C'est pas l'expression, hein, c'est la définition que je demande. Ah oui, mais ça c'était ma blague. Force qui met en action son receveur. Je la comprends pas trop cette phrase. Force qui met en action son receveur. Non. C'est l'énergie de ce test qui fait fonctionner la grande partie de nos appareils. Capacité d'un système à produire un travail. Puissance physique qui permet d'agir ou de réagir. Alors c'est amusant parce que certains d'entre vous, vous avez quand même une bonne relation avec la partie mécanique, j'allais dire, d'un objet. Un élément qui permet un mouvement, etc. Alors, donc oui, effectivement, vous n'avez pas tout... Dans l'ensemble, on retrouve un certain nombre de définitions assez classiques. On est bien d'accord. L'énergie, par définition, avant qu'elle devienne électrique, elle a été définie effectivement par les gens de la mécanique. Donc on dit qu'un corps possède de l'énergie lorsqu'il est capable de fournir un travail mécanique, un courant électrique, de la lumière ou de la chaleur. Voilà, c'est la définition que vous avez classiquement sur la partie de l'énergie. Sachant que effectivement, donc j'ai vu passer ça tout à l'heure, on m'avait gentiment donné les unités, ce qui n'était pas la question d'origine. L'unité de l'énergie, c'est le joule, on est bien d'accord. Et effectivement, des objets entre guillemets énergétiques, hein, vous en connaissez plein. Le soleil, en général, il va vous fournir de la chaleur. Voire éventuellement, si vous passez par un panneau photovoltaïque, cette énergie, ça va vous fournir effectivement de l'électricité. De l'eau en mouvement possède effectivement de l'énergie. Et en général, donc là, c'est bien un travail mécanique au sens qu'ont les physiciens de le définir.
Et c'est vrai qu'effectivement, ça vous permet de récupérer de l'électricité, entre autres, parce que vous avez un objet de transformation électromécanique, c'est-à-dire la machine électrique, dans ce cas-là l'alternateur, et qui va vous permettre de transformer ce travail mécanique en de l'électricité. Donc dans l'ensemble, effectivement, on est à peu près bon. Alors, j'ai une autre question, parce que j'en ai plein. La question c'est, quelle est votre définition de la puissance? Même cause, une petite minute. On a regardé l'énergie, et maintenant si on parle de puissance, c'est quoi votre définition de la puissance? La puissance. Dix secondes. Je suis en train de voir des réponses qui apparaissent. Alors, je prends la première qui me fait rigoler. Euh, On m'a dit un jour que c'est l'énergie utilisée sur une durée. J'aime bien, j'aime bien la phrase. C'est la capacité d'un système à produire un travail mécanique, un courant électrique ou de la chaleur par rapport au temps. Ouais. Capacité d'un système à produire de l'énergie dans... Ah, merde, il me manque la fin. La puissance et la vitesse à laquelle d'énergie transmise. Ouais, ok, là je vais passer sur celle-là. E sur T. C'est vrai que c'est effectivement la formule. Alors je suppose que la personne voulait dire que c'était E pour énergie et T sur le temps. N'oubliez jamais de bien définir les variables que vous utilisez. Je ne pense pas forcément toujours à votre place. La puissance peut être exprimée en watts et définit un potentiel d'un élément à proposer de l'énergie. Donc j'ai toujours la même question, c'est la définition que je veux pas forcément les unités. En tout cas, en premier lieu, définir un potentiel élément à proposer de l'énergie. Je ne sais pas ce que ça veut dire proposer de l'énergie. Je propose un rencard éventuellement à quelqu'un, mais je ne propose pas de l'énergie. Je la fournis ou je l'utilise éventuellement, mais je ne peux pas la proposer. Grandeur caractérisant un système. J'ai pas la suite. Vitesse à laquelle un travail est fourni. Ah, elle est pas mal celle-là comme définition. Vitesse à laquelle un travail est fourni. C'est la capacité d'un système à émettre de l'énergie dans un temps donné. Ouais. Énergie. Énergie par une distance. Distance. On est bien d'accord, hein. Pour moi, distance, ça veut dire d'émettre, hein. C'est une définition, hein. Pour moi, une distance, c'est des mètres. C'est une unité d'espace. Donc là, bah là, j'ai une phrase qui n'est pas terminée. La puissance à laquelle la puissance et la vitesse à laquelle un système peut fournir un travail, donc la quantité d'énergie qu'il peut utiliser par unité de temps. Ouais, voilà. C'est effectivement, en gros, la définition que vous allez avoir, c'est la quantité d'énergie que l'on utilise ou que l'on fournit pendant un certain temps. Donc la personne qui m'a parlé tout à l'heure d'espace, non, hein, on est bien d'accord, c'est une question de temps. Alors on retrouve effectivement le watt sur une vaste gamme de fonctionnement. La diode électroluminescence, c'est de l'ordre du milliwatt, hein, vous savez, la petite LED qui s'éclaire éventuellement sur votre ordinateur là actuellement pour vous afficher un certain nombre de choses, et éventuellement jusqu'à des valeurs un petit peu plus grandes, par exemple le cas des centrales nucléaires, hein, c'est de 950 à 1450 mégawatts. On est bien d'accord pour dire que méga c'est 10 puissance 6.
Donc effectivement, on est sur des ordres de grandeur assez importants. Alors, il faut savoir que nous, la puissance et l'énergie, on va principalement les utiliser ici, dans le domaine de l'électricité, hein. Donc, on ne va pas avoir, même si parfois on va regarder, ou certaines personnes vont pouvoir regarder, c'est le cas du cours de machine électrique, regarder sa transformation de la puissance ou de l'énergie en un travail mécanique. Nous, dans la partie cours traitement de l'énergie électrique, nous, on va principalement regarder la formulation de la puissance et de l'énergie dans le domaine de l'électricité. Donc, normalement, vous devriez tous connaître effectivement ce qu'on appelle la définition de la puissance instantanée. La puissance instantanée, c'est le produit du courant fois la tension. Donc, c'est la formule que vous avez ici. D'accord ? Pour laquelle la puissance instantanée, l'unité c'est le watt, je le rappelle. L'unité de la tension, c'est du volt. Et l'unité du courant qui va transiter dans l'élément, c'est normalement de l'ampère. D'accord ? Donc, dans le cas d'un dipôle en particulier résistif, vous connaissez la formule, U de T égale, vous connaissez la formule, donc la loi d'Ohm. J'ai failli oublier la loi d'Ohm. Ah mon Dieu, la honte. C'est le U de T, c'est le produit de la valeur de l'impédance que multiplie la valeur du courant, ce qui vous permet effectivement de déterminer, à partir de la formule qui est définie ici, la valeur de la puissance instantanée dans le cas d'une résistance. C'est quelque chose que vous allez pouvoir écrire sous la forme RI carré ou U carré sur R en fonction du schéma électrique que vous allez avoir. Et l'énergie appliquée effectivement au système électrique, ce n'est ni plus ni moins que la formule que vous m'avez donnée. L'énergie, c'est l'intégrale de la puissance pendant un certain temps. Ça veut dire que si on vous demande de l'énergie que vous allez dissiper à l'intérieur d'une résistance, à l'intérieur d'un câble, à l'intérieur d'un objet, c'est quelque chose que vous allez écrire sous la forme intégrale de T1 à T2 de la puissance instantanée pendant un certain temps. Alors, je vous disais, nous on regarde principalement puissance et énergie, appliquée au domaine de l'électricité. Donc, en électricité, on a ce que l'on appelle 3 dipôles électriques, la résistance, l'inductance et la capacité. Donc, dans le cas de la résistance, l'unité, je rappelle, c'est le ohm. La formule qui lie le courant à la tension, si vous ne vous en souvenez pas, c'est U de T est égal à RI de T. Donc, et ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, ce qui veut dire que la puissance instantanée à l'intérieur d'une résistance, vous pouvez l'exprimer donc de 3 manières différentes. Formulation numéro 1, P de T égale U de T fois I de T, c'est la formule de base. Formulation numéro 2, si vous intégrez la valeur de l'impédance, donc de la résistance à l'intérieur de la formule, c'est quelque chose que vous allez écrire sous la forme RI dt ou U carré sur R. Si on vous demande l'énergie que vous allez consommer à l'intérieur d'une résistance, on est d'accord, vous allez appliquer la formule intégrale de T1 à T2 de P de T dt. Jusque là c'est bon? J'ai perdu personne? Ouh. Ah ouais. Ouais, merci. Donc, dans le cas d'une inductance, donc deuxième élément que vous allez avoir dans les systèmes électriques, c'est ce qu'on appelle l'inductance. Je rappelle que son unité, c'est le Henry. La formule qui lie le courant et la tension dans le cas de l'inductance, c'est U de T égale à L dI sur dt. Donc là, on fait intervenir cette fois-ci une dérivée. Ça veut dire que si on vous demande l'expression de la puissance à l'intérieur de votre impédance, vous allez devoir effectivement intégrer a priori le courant, intégrer effectivement la tension pour obtenir l'expression du courant, et à ce moment-là, vous allez appliquer la formule P de T qui est à la U de T fois I de T. Ce qui veut donc dire que si je parle d'une inductance, une des informations que vous allez devoir connaître si vous avez besoin de calculer la puissance au bornes de votre inductance, c'est effectivement connaître a priori l'expression de la tension que vous appliquez sur la bobine. La bonne nouvelle, c'est pour ceux qui s'en rappellent, vous avez une formule sur l'énergie, 1/2 de LI carré. Donc cette formulation-là, elle est assez classique. Je rappelle, sur le côté droit, vous avez l'ensemble de la formulation et de l'expression, de la représentation électrique que vous avez dans un système. Faites bien attention sur les expressions, sur la manière de représenter vos systèmes électriques. Faites bien attention. Le courant et la tension sont orientés
de manière opposée. Tension dans ce sens-là, courant dans ce sens-là. Ne vous trompez pas. Demanderez aux EA, j'ai réussi à les planter sur des orientations de courbes. Donc, même cause, même effet, la totalité de nos bobines et de nos condensateurs et de nos résistances sont des objets qui sont effectivement, qui reçoivent de l'énergie, qui ne vont pas la fournir. Donc, courant et tension doivent être de sens opposé. Troisième élément dans le domaine de l'électricité. Ah ben non, je m'arrêtais là. J'avais une question, c'était quoi la question? Ah, culture. Alors, vous avez pris votre petite calculette? Je l'espère. Et voilà. Et ma petite question était simple. J'ai possède une résistance de 2 ohms qui est alimentée sous 230 volts. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner la puissance qui est dissipée dans cette impédance? Ça, c'est la première petite question. Et la deuxième question que vous allez avoir, bah, cette fois-ci, c'est la même chose. C'est toujours une impédance. Elle a une grandeur différente. Donc elle fait 10 ohms, tout à l'heure elle en faisait 2. Et elle est cette fois-ci traversée par un courant de 30 ampères. Et je vous demande là aussi quelle est la valeur de la puissance que vous avez dissipée. Que vous allez dissiper, pardon. J'ai pas eu de chronomètre, tiens. J'aurais dû mettre un chronomètre. Pendant ces trucs-là, je devrais remettre ma musique d'ascenseur. Ah merde, je l'ai paumé. Voilà, pas mal. Voilà. Ce qui permet aux étudiants de travailler dans un environnement positif. Allez, je vous laisse encore une minute. Ouais, je te dis pas, Céline, ce qu'on a fait avec les L2. Ils m'ont proposé des musiques étranges. Ah, vous avez été choqué, monsieur, du coup? J'ai eu le retour de toutes ces musiques, hein, du coup. Complet, moi. C'est des malades. Mes étudiants sont fous. Non. Seul le prof a le droit de mettre de la musique pourrie. Allez, on va regarder ce que vous avez trouvé. Alors les formules sont assez simples, on est bien d'accord. Hein. C'est simplement une application règle de ce que je vous ai passé. Donc c'est du RI carré ou du U carré sur R. À vous de choisir effectivement la bonne grandeur. Bon alors moi c'est sûr je suis pas très doué. Sinon après vous allez tout copier. Donc effectivement on est bien d'accord. Soit une résistance de 2 ohms alimentée sous 230 volts. On est bien d'accord. Quelle est la puissance dissipée dans celle-ci? 230 élevé au carré que divise 2. Donc effectivement ça devrait vous faire, sauf erreur de ma part, 26 450 watts. Et de l'autre côté, sous une résistance de 10 ohms traversée. Oh là, jolie la faute d'orthographe. Mais elle est dans les deux cas d'ailleurs, entre parenthèses. Je ne sais pas faire des accords. D'accord. Par un courant de 30 ampères. Ça fait propre ça. Quelle est la puissance dissipée dans celle-ci? Donc là, vous allez appliquer donc la deuxième formule, le RI carré classique. Donc la valeur de l'impédance 10 ohms fois 30 élevé au carré. 30 fois 30, ça fait
900 x 10, ça fait 9 kg. C'est ce que vous avez là. Donc ceux qui ont gagné, parfait. Ceux qui ont perdu, raté. Alors, dans le cas du condensateur, on est bien d'accord. La relation, donc c'est le deuxième élément à stockage d'énergie que vous avez dans le domaine de l'électricité. Donc c'est quelque chose que vous allez écrire CDU sur DT. Donc la relation liant le courant et la tension, vous allez écrire de I de T égale CDU sur DT. Donc à l'identique de ce que vous aviez tout à l'heure, vous allez devoir effectivement trouver l'expression de la tension dans votre système. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est quelque chose que vous allez écrire intégrale 1 sur C de l'intégrale de T1 à T2 de I de T dt. Plus une condition initiale, comme d'habitude. Donc pareil, pour calculer la puissance instantanée à l'intérieur d'un condensateur, il va vous falloir l'expression de la tension que vous avez calculée entre guillemets à la main, intégrée indirectement, et il va falloir l'expression du courant dans votre système. La bonne nouvelle, c'est que pour l'énergie, ça vous le savez tous, on a une expression qui existe, n² de Cu carré. Et ensuite, effectivement, on a deux éléments qui vont vous intéresser, vous, en tant que futur énergéticien. C'est la puissance et l'énergie pour un certain nombre d'éléments, pour les générateurs en particulier. Générateur de courant, générateur de tension. Alors, Talbert est un vieux, on est bien d'accord, donc sa représentation du générateur de courant et de générateur de tension, ça date des années 20. Donc c'est pas cette représentation-là que vous avez. Vous, c'est un rond avec un trait soit horizontal, soit vertical. C'est ça, si ma mémoire est bonne? Oui, c'est ça, c'est horizontal pour générateur de courant Ouais. et vertical pour générateur de tension. Voilà, donc là, normalement, vous faites un trait vertical, ça va vous donner le générateur de tension. Donc je rappelle les règles. Ce qu'on appelle un générateur de tension, et en particulier lorsque l'on considère que celui-ci est parfait, la définition d'un générateur de tension, c'est qu'il va imposer la tension à votre circuit. Et je précise bien, imposer la tension à votre circuit. Ça veut dire que, dans votre expression, le U est fixe. Le courant ne sera que ce que demandera la charge. Et je précise et j'insiste correctement sur cette expression-là, le courant sera ce que demandera la charge. Si la charge ne demande rien, il n'y aura pas de courant qui sortira de votre générateur. Si la charge demande beaucoup, le générateur essaiera de fournir la totalité du courant qui a été demandé par la charge. Mais par définition, la tension est fixe. Ce qui veut donc dire que dans ce cas-là, votre expression de la puissance, c'est le produit du courant fois de la tension, et l'énergie, vous aurez appliqué les formules. Donc là, ça va dépendre de votre circuit. Dans le cas d'un générateur de courant, donc, comme disait Alexis, donc c'est pas ça, c'est la vieille représentation, c'est la représentation de papy, moi. Donc vous, c'est la même représentation, c'est un rond simple que vous avez avec un trait horizontal. Donc dans le cas d'un générateur de courant, je vous rappelle, c'est le pendant du générateur de tension. Le courant est imposé dans votre circuit, donc c'est la grandeur constante qui est considérée dans le circuit. Et à ce moment-là, effectivement, si vous devez calculer la puissance, c'est le produit du courant fois la tension. Et si vous devez calculer l'énergie, ça sera là aussi le produit de l'intégrale de T1 à T2 de P de T dt. Et ensuite, vous allez avoir donc deux éléments un petit peu particuliers qu'on peut retrouver à l'intérieur de votre système, alors qui interviennent parfois effectivement dans différents textes de cours d'examen ou de TD que vous pouvez avoir. C'est ce qu'on appelle les modes circuit ouvert ou circuit fermé. Circuit ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre deux plots de votre système, vous avez une tension mais vous n'avez pas de courant. Donc le circuit ouvert, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de courant qui transite à un certain endroit de votre circuit. Ça signifie que votre I de T vaut 0. Donc si on vous demande la puissance ou l'énergie que vous consommez dans votre système, on est bien d'accord, si vous avez 0 dans la formulation, et que je reprends ma formule de base, la puissance instantanée, c'est le produit de U de T fois I de T, dans ce cas-là, votre puissance vaut 0, et donc l'intégrale d'un 0, ça vaut 0. Donc 0 watts et 0 joules. Dans le cas d'un court-circuit, c'est le pendant là aussi du circuit ouvert. Le court-circuit, ça veut dire que vous avez un fil qui transite entre deux points de votre circuit. Donc le court-circuit, normalement, ça veut dire qu'il n'y a pas de tension, ou la tension est identique entre le point que je vous représente ici et le point que vous avez ici à l'intérieur de votre circuit. Donc ça veut dire que la différence de potentiel elle vaut 0. C'est ce que j'ai noté ici, la différence de potentiel à l'intérieur de votre structure vaut 0. Si la différence de potentiel vaut 0, ça veut dire que la puissance vaut 0 et l'énergie vaut 0. Donc jusque là, c'est parfait.
Est-ce que jusque-là, c'est bon? Démarrage en... Oui, enfin, c'est des révisions, quoi. Ouais, ah, oui, c'est du démarrage en douceur. Alors, pour vous, c'est de la douceur. Pour les énergies et matériaux, c'est un réveil sur le domaine de l'électricité. Ils avaient oublié que ça existait. Euh, bon, est-ce que les énermates, c'est bon? Je vous ai pas perdu immédiatement. Non, ça va pour l'instant. Ça va. Ça va? Ok. Alors, je vais exceptionnellement changer de... Non, c'est pas maintenant. Donc, dans quelques secondes, je vais changer de système. Alors, c'est juste simplement pour vous afficher ça différemment. Alors, il faut savoir que dans le domaine de l'électricité, euh, vous êtes connecté principalement sur du réseau électrique. Le réseau électrique, je vous le rappelle, hein, c'est une grandeur qui est sinusoïdale, c'est-à-dire qui va croître et qui va décroître à l'intérieur de votre structure. Donc ça monte et ça descend de manière quasi permanente. Alors le réseau électrique français, hein, c'est quelque chose que vous connaissez assez bien normalement. Donc vous devriez savoir, sauf erreur de ma part, que le réseau français, c'est quelque chose qui fonctionne à 230 volts, 50 Hz. Et donc la totalité des structures, des générateurs ou des objets qui sont sur le réseau vont tous fonctionner à 230 volts, 50 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que très souvent, lorsqu'on on va vous demander de faire des représentations électriques, ben, vous allez tracer normalement des fonctions sinusoïdales. Parce que vous allez expliquer à un moment ou à un autre qu'un objet fonctionne comme ceci, un objet fonctionne comme cela. Il va se passer ceci ou il va se passer cela à l'intérieur de votre circuit. Et effectivement, ça va vous permettre d'expliquer ces modes de fonctionnement. Alors, la sinusoïde, c'est joli, c'est sympathique, mais c'est compliqué à représenter. Donc, on représente très rarement des sinusoïdes dans les systèmes quand vous avez besoin de faire un tracé. On va quand même plutôt essayer, même si on a besoin de ces grandeurs-là. Donc, c'est compliqué à représenter, mais on a besoin de la grandeur. Alors, du coup, on ne va pas représenter la sinusoïde de manière directe. On va utiliser ce qu'on appelle des représentations graphiques pour tracer ces sinusoïdes. On en a principalement deux, une temporelle et une moins temporelle, j'allais dire. Parce qu'effectivement, une représentation graphique, c'est parfois plus sympathique que quelque chose plutôt qu'un dessin où vous allez faire un truc qui monte et qui descend. Alors, sachant qu'on est bien d'accord, la représentation graphique à laquelle je pense, c'est pas le dessin de la sinusoïde, mais c'est représenter effectivement un objet qui bouge dans le temps et qui possède une certaine amplitude. Alors, ce qu'on fait habituellement, c'est que plutôt que de représenter donc, notre ami la sinusoïde, on va représenter ça sous la forme d'un vecteur tournant dans un plan, donc d'un objet qui tourne. Et puis, effectivement, si on arrive à représenter ça correctement, c'est-à-dire que notre objet va tourner correctement à l'intérieur de notre structure, on va avoir un certain nombre d'informations sur cet objet et sur ce mode de fonctionnement. En gros, on va essayer de récupérer des informations sur sa fréquence, sur ses déphasages et sur ses grandeurs. Donc c'est ce que je vous dis ici, la projection de ce vecteur sur un des deux axes peut alors donner accès à un certain nombre de grandeurs. Alors, ça vous paraît flou dans un premier temps, mais si je vous dis que pour certains d'entre vous, cette représentation graphique, c'est ce qu'on appelle la représentation de Fresnel, ça devrait commencer à vous faire penser à un certain nombre de choses. Et cette représentation de Fresnel, c'est la représentation donc, de ma sinusoïde sous la forme d'un vecteur qui va être associé effectivement à votre fonction sinusoïdale. Donc ce vecteur va tourner avec une certaine vitesse, et cette vitesse angulaire, elle est effectivement égale à la pulsation de votre signal. Et ensuite, effectivement, la norme de votre vecteur, eh ben, elle va être égale effectivement à l'amplitude de votre signal, pardon. Et l'angle polaire, c'est-à-dire en gros le déphasage, enfin la différence d'angle que vous avez entre un des axes et votre vecteur, c'est ce qu'on va appeler la phase instantanée. Ça, c'est pour la théorie. En représentation, ça ressemble à quoi? Ben, c'est en gros quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, je vais vous tracer un axe en abscisse, un axe en ordonnée. Je vais vous tracer un vecteur d'une certaine amplitude. Donc, en gros, ben, ce vecteur, ben, dans le cas, par exemple, d'un générateur de tension à 230 volts, ben, ça va représenter 230 volts. Et effectivement, ce vecteur, il va se mettre à tourner autour de mon point 0 pour mettre en place et pour expliquer effectivement le fonctionnement de ma structure. Jusque-là, c'est bon?
Ouais. Alors, petit rappel des bases de mathématiques et de certaines définitions avant que je fasse des dessins. Que je vais faire des dessins maintenant. Alors, que l'on soit bien d'accord, la totalité des cours la totalité des questions que vous allez avoir dans le domaine de l'électricité, d'une manière générale, sont la plupart du temps des questions assez textuelles. On va vous dire, il m'arrive ceci, etc. Donc ça veut dire que vous devez maîtriser parfaitement un certain nombre de définitions. D'accord? Définition en terminologie de base pour le domaine de l'électricité. La totalité des impédances que vous avez dans un circuit. Donc c'est quelque chose qui est par définition complexe. Donc les impédances que vous allez avoir dans un circuit électrique, c'est systématiquement quelque chose que vous allez écrire sous la forme A plus JB. D'accord? Nombre complexe que vous pouvez écrire éventuellement sous plusieurs formes différentes. En format cartésien, c'est A plus JB. En format polaire, c'est ρ exponentielle jθ. Et en fonction trigonométrique, c'est ρ cos θ plus j sinus θ. D'accord? Donc normalement, moi, si je vous donne une impédance, quelle que soit la forme de l'impédance, vous devez être capable de passer entre les différentes formes qui sont notées ici. D'où mon chapitre rappel de mathématiques. D'accord? Sachant que chaque élément que vous avez là, mon petit a, mon petit b, mon z, ont tous une définition, une terminologie. Le z, ça s'appelle une impédance, son unité c'est l'ohm. La partie réelle de mon impédance, elle se nomme résistance. Et la partie imaginaire de mon impédance, elle se nomme réactance, unité le ohm. Ensuite, la deuxième expression, la deuxième manière d'exprimer une impédance, parfois on l'utilise par son inverse, parce que ça nous facilite les calculs mathématiques. Donc l'impédance, c'est quelque chose que vous allez écrire sous la forme y égale à 1 sur z, donc que vous pouvez là aussi écrire sous la forme a plus jb, donc grand A plus J grand B. Donc ce que je rappelle, c'est que l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance. Son unité, c'est le siemens. Le siemens, c'est du ohm moins 1. Et grand A, c'est ce qu'on appelle la conductance, et grand B, c'est la susceptance. Donc ça, c'est pour les définitions et les terminologies. Dernier petit point de rappel, donc avant que je revienne sur mes diagrammes de Fresnel. Et ça, vous avez ici la totalité des représentations des relations, qui vont lier le courant et la tension sur l'ensemble des éléments électriques que vous avez dans l'espace des temps. Donc, c'est ce qu'on appelle la version instantanée, ou dans l'espace des fréquences, en Fourier ou à Laplace. Je ne sais pas dans quelle version vous êtes le plus, entre guillemets, à l'aise. Donc je vous ai fait un tableau de synthèse complet sur les structures. Donc la relation liant le courant et la tension dans le cas d'une impédance, c'est quelque chose que vous allez écrire sous la forme U est égal à R fois I. Hein, c'est la relation que vous avez là. En expression en Fourier ou en Laplace, c'est la même relation. Donc U est égal à R fois I, là aussi, mais en nombre complexe à chaque fois. Et pareil pour l'expression de Laplace. Je rappelle que Fourier, votre espace mathématique, c'est un espace pour lequel l'expression de votre source, dans notre cas à nous, donc votre générateur, a toujours existé et existera toujours, c'est-à-dire qu'en gros la sinusoïde a commencé à fonctionner à l'époque où les dinosaures régnaient et continuera jusqu'à la fin de l'extinction de l'humanité et voire bien au-delà. Donc ça a toujours existé et ça existera toujours. L'expression de Laplace, je rappelle pour ceux qui l'ont utilisé, ça veut dire que vous avez un point de départ dans votre espace, vous commencez à un instant t pour mettre en marche votre système. Donc, c'est la variable de Laplace, P égale J de oméga. Relation liant le courant et la tension dans le cas d'une impédance, d'une bobine, c'est quelque chose que vous allez écrire sous la forme U est égal à LDI sur dt. La relation en Fourier, c'est U est égal à JL de oméga I. Et en Laplace, c'est U est égal à LP de I. Donc ça, normalement, ça devrait être des formulations que vous connaissez. Et pour le condensateur, relation liant le courant et la tension, I est égal à CdU sur dt. Expression fréquentielle en Fourier, U est égal à I sur JC de oméga, ou en Laplace, U est égal à I sur Cp. Donc ça, normalement, ces formulations-là, vous devriez les connaître quand vous arrivez ici.
Est-ce qu'on est tous à peu près d'accord? Ouais. Alors, Je connaissais pas. J'ai jamais vu ça. quel menteur. Euh, alors, alors là, il faut que je fasse un truc. Alors, c'est presque bon, mais il faut que je fasse. Je change de fenêtre. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous appliquer, mon ami le diagramme de Fresnel pour essayer de savoir comment vous allez représenter effectivement pour l'ensemble des éléments assez classiques, résistance, bobine et condensateur, mon ami le diagramme de Fresnel. Alors, représenter un diagramme de Fresnel, donc c'est représenter sous la forme d'un vecteur tournant les différentes grandeurs électriques que vous avez dans un circuit. Donc, je vais reprendre mes trois composants. Donc, la résistance que vous avez ici, la bobine que vous avez ici, et le condensateur que vous avez ici. Et pour chacun des éléments-là, je vais essayer de représenter le diagramme de Fresnel correspondant à chacun des modes de fonctionnement que vous avez. Donc, pour tracer votre diagramme de Fresnel, c'est assez simple. Vous regardez les différentes expressions que vous avez liant le courant et la tension pour chacun de vos différents éléments. Dans le cas de la résistance, c'est quelque chose que vous allez écrire sous la forme U est égal à R fois I. Et ensuite, à partir de cette expression-là, vous allez tracer donc sur le diagramme qui se trouve ici, la représentation de Fresnel des différentes grandeurs électriques. Quelles sont les grandeurs électriques que vous avez à votre disposition dans le cas d'une résistance? Dans le cas d'une résistance, je n'ai que deux grandeurs, c'est U et I, qui sont reliées l'une par rapport à l'autre par la grandeur R. Donc, si je dois tracer effectivement cette représentation-là, comment je vais faire? Je vais considérer effectivement, je vais partir d'un postulat, c'est qu'effectivement mon diagramme de Fresnel, c'est quelque chose que je vais représenter dans le plan complexe. Ça risque de traumatiser un certain nombre de personnes. Donc, plan complexe, ça veut dire axe des abscisses, partie réelle, axe des ordonnées, partie imaginaire. Et mon vecteur tournant, il va tourner ici, a priori, dans ce sens-là. Qu'est-ce que je vais représenter dans l'intérieur de ce schéma? Si je vous demande de représenter le diagramme de Fresnel de la résistance, vous allez représenter sur ce diagramme-là les grandeurs électriques de ma résistance, c'est-à-dire le courant et la tension. Vous allez donc représenter la formule U est égal à R fois I. Comment vous allez faire? Vous allez d'abord, dans un premier temps, tracer, je vais commencer par le côté droit de mon expression, tracer le courant, multiplier par la grandeur de R, et pour pouvoir tracer la grandeur de la tension. Question, comment est-ce que vous allez choisir le courant, tracer votre premier élément? Dans le cas qui est ici, c'est le courant. Donc, vous allez faire un premier postulat, vous allez considérer effectivement que la première grandeur que vous allez choisir, le courant ou la tension, c'est une grandeur réelle. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez tracer naturellement sur l'axe des abscisses. Donc, avec une certaine grandeur, une certaine amplitude à l'intérieur de votre circuit. Cette grandeur-là, vous allez la multiplier par la variable R. Et ensuite, si vous la multipliez par R, ça va vous permettre de tracer la tension. Donc, question, si mon courant est réel, que je multiplie par R, à quel endroit est-ce que vous allez pouvoir tracer la valeur de la tension? Sur l'axe des abscisses, en réel, sur l'axe des ordonnées, ou ailleurs. Exact, sur l'axe des réels. Tu as tout à fait raison. Parce que, pourquoi? C'est une manière assez simple. Le courant est réel. La résistance, c'est un élément réel, si vous vous souvenez de ma petite formule de tout à l'heure. Donc, un réel fois un réel, ça donne un réel. Effectivement, vous avez raison. Merci Céline. Oui, et aussi, il n'y a pas de déphasage dans la résistance, il n'y a pas de déphasage entre courant et tension. Exact. Mais alors ça, c'est la conclusion. Attention, hein. Tu traces d'abord et tu conclus ensuite. Donc dans ce cas-là, effectivement, je choisis un élément de référence. Dans mon cas, c'est le courant. À partir de cet élément-là, je vais tracer effectivement la tension. Et à ce moment-là, je vais vérifier effectivement s'il existe un déphasage entre le courant et la tension. Et effectivement, dans mon cas, il n'y a pas de déphasage entre le courant et la tension. Et cette manière de penser, cette manière d'organiser mon travail, je vais pouvoir le tracer pour tout. Donc je vais pouvoir le tracer effectivement
pour la bobine. Donc je vais appliquer exactement la même chose. Je vais considérer dans un premier temps la grandeur. La formule, elle s'écrit U est égal à JL de oméga de I. Bon, a priori, allez, je vais partir dans ce cas-là par la valeur du courant. Je vais imposer que mon courant est effectivement réel. Je vais multiplier par une pulsation. La pulsation est-elle réelle ou imaginaire? Réelle ou imaginaire? Imaginaire. Exact. Ah non. Oui. Oui. Non, la pulsation, c'est réel. Oméga égale 2 fois pi fois f. Donc effectivement, oméga, c'est un réel. La bobine, Ouais. est-elle un réel ou est la valeur grand L, c'est un réel ou c'est un imaginaire? Un réel. Exact. Et J, c'est un imaginaire ou un réel? Un imaginaire. Exact. C'est même ce qu'on appelle un imaginaire pur. Donc maintenant, je refais mon produit. Un réel I que multiplie oméga réel, ça vous donne un réel. Oméga fois I qui est réel, que multiplie L, qui est aussi réel, ça va vous donner un réel. Ouais, cool. Et maintenant, je multiplie par un imaginaire pur. L'imaginaire pur par un réel, ça va vous donner un imaginaire. Ça veut dire que si vous tracez effectivement la tension dans le cas de la bobine, vous allez forcément le mettre sur l'axe vertical. Et ensuite, la question c'est, vous le mettez où sur l'axe vertical? En haut ou en bas? Alors, oméga, est-ce que c'est un réel pur positif ou négatif? Positif. Exact. La valeur de la bobine, c'est un réel pur positif ou négatif? Positif. Exact. Et J, c'est positif ou c'est négatif? Positif. Exact. Donc, si I est positif, c'est ce que j'ai représenté sur mon dessin, je multiplie par oméga qui est positif, fois L qui est positif, fois J qui est positif. Quand je vais donc tracer ma tension, je vais bien la tracer telle que je voulais représenter sur la partie positive de l'axe des imaginaires. Donc effectivement, bien à cet endroit-là. Ce qui veut donc dire que on parle régulièrement des déphasages entre le courant et la tension, vous avez donc un déphasage de pi sur 2 entre la tension et le courant, c'est-à-dire que la tension est en avance de phase sur le courant. C'est bon? Oui. Maintenant, on va appliquer la même chose pour le dernier élément, c'est le condensateur. Alors le condensateur, c'est un peu particulier parce que vous avez remarqué, c'est la même formulation, sauf que Talbert, il vous a mis, ou les électriciens, ils vous ont mis tous les éléments en dessous. Donc, c'est-à-dire, autant tout à l'heure je multipliais, cette fois-ci, je vais diviser. Donc, pareil, je vais partir du même postulat. Dans quel sens je vais lire mon expression? A priori, allez, je vais imposer que le courant, c'est l'élément de référence dans mon système. Donc, si c'est l'élément de référence, je vais me simplifier le travail, je vais le mettre réel, et si possible positif, donc je vais essayer de gagner du temps. Donc comme tout à l'heure, je vais diviser par oméga qui est toujours un réel et positif. Je vais diviser par C qui est un réel et positif. Et je vais diviser par J qui est un imaginaire pur et positif. Donc maintenant ma question est, si vous divisez un courant qui est réel par JC de oméga, à quel endroit vous allez vous trouver? Sur l'axe des réels, sur l'axe des imaginaires, et ensuite à quel endroit de votre axe? Sur partie positive ou En partie bas. négative? Alors, En bas. partie réelle ou partie imaginaire, d'abord? Imaginaire, mais ce sera négatif. Alors, tu as tout à fait raison. Ne vous trompez pas à l'intérieur de ce genre de choses. Le J étant au dénominateur, c'est comme si, effectivement, vous aviez un J-1. Hein, je rappelle que à l'intérieur... Ah, alors c'est là, normalement, où j'étais censé faire... où j'étais censé pouvoir annoter. Comment je peux annoter, déjà? Ah, j'ai pas regardé, j'ai perdu mon annotation. Pointeur crayon. Donc, cette expression-là, alors attention, je vais tenter d'écrire avec une souris. Alors, je vous laisse imaginer la catastrophe que ça va être. Ouais, alors jusqu'à là, c'est à peu près lisible. Profitez-en, hein, c'est à peu près bon. Vous allez diviser par C de oméga. Et ça, vous allez multiplier en haut par J. Ouh. Et vous allez multiplier en bas par J.
Alors, ce qui va vous faire un J carré. Ouf, c'est à peu près bon. Mon écriture est à peu près juste. Donc effectivement, si on veut écrire quelque chose qui ressemble à l'expression que vous aviez tout à l'heure sur la bobine, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu plus facile à traiter pour nous, c'est-à-dire en gros, eh ben, avoir la certitude que votre nombre complexe, vous l'avez au numérateur et pas au dénominateur, ça signifie que l'expression que je vous ai donnée là, vous devez multiplier en haut et en bas par le complexe J. Et dans cette expression-là, on est d'accord pour dire que eh ben, si je multipliais en haut en bas par l'expression J, en bas j'ai J carré. Je rappelle que J carré, ça vaut moins 1. Ce qui signifie que cette expression-là, c'est quelque chose que vous allez obtenir sous la forme moins J de I sur C ou de oméga. Donc effectivement, dans la représentation que vous allez avoir, ben, je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, I c'est un réel positif, vous divisez par oméga qui est positif en réel, vous divisez par C qui est un réel positif, donc pour l'instant je suis toujours sur l'axe des abscisses côté positif, et ensuite vous multipliez par un complexe pur, donc vous allez vous retrouver sur l'axe des imaginaires, et cette fois-ci, vous allez aussi multiplier par le signe moins 1, à cause du J carré que vous aviez tout à l'heure, ce qui signifie que vous n'allez pas être sur la partie positive de l'axe des imaginaires, mais sur la partie négative de l'axe. D'accord? Monsieur, juste une question. Oui. Un peu absurde, mais sur la résistance, vous avez tracé le U en vert et Ouais. le I en rouge, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais pourquoi la longueur du vecteur U il est plus petite que celle de U, or qu'on la multiplie par R? Bah, je peux avoir un courant de 1 ampère et une impédance de 0,1 ohm. Ah, ouais. 0,1 ohm que multiplier un ampère, a priori, effectivement, ça va être inférieur par rapport en taille sur le vecteur. Si j'ai la même échelle, attention, hein, ça part du postulat que j'ai la même échelle. Hum, Vous pourriez avoir une échelle différente entre courant et tension. Hein. hum. Et donc, à l'intérieur de cette expression-là, on est bien d'accord hein, sur mon petit système, ben, ça veut dire que si ma tension elle est sur la partie basse de mon axe, vous avez donc un déphasage cette fois-ci de moins pi sur 2 entre le courant et la tension, ce qui signifie que votre tension est en retard sur le courant, est en retard de phase. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. Donc, si vous savez faire ça, sur des éléments simples, eh ben, vous allez pouvoir savoir le faire sur des éléments compliqués. Alors, pourquoi est-ce que je dis que vous allez savoir le faire sur des éléments compliqués? Ça veut dire que, en fait, dans la réalité, la vie est malheureusement pas faite d'éléments résistifs, inductifs ou capacitifs que vous allez avoir tout seul qui vont traîner, j'allais dire, perdus dans vos circuits électriques. Ça va être quand même beaucoup plus des associations courant et tension que vous allez avoir dans votre circuit. Donc c'est beaucoup plus des schémas qui vont ressembler un peu plus soit des éléments que vous allez positionner en série. Donc voilà un exemple classique d'une représentation série dans votre circuit. Donc j'ai une résistance, j'ai une bobine et j'ai un condensateur dans mon circuit qui sont tous effectivement en série. Vous avez en dessous la totalité de relations individuelles, et je précise bien des relations individuelles liant le courant et la tension sur chacun des éléments. J'attire votre attention sur le fait que dans les écritures que j'ai effectuées à cet endroit-là, on parle bien de la tension aux bornes de chacun des éléments et du courant qui transite dans l'ensemble de la structure. D'accord ? Si je vous demande de tracer le diagramme de Fresnel de cette structure-là, c'est quelque chose qui va être assez simple à tracer. Hein. Comme pour tout à l'heure, il va vous falloir tracer donc le courant et la tension. Si je regarde sur le schéma que vous avez là, a priori j'ai le même courant qui transite dans tous les éléments et j'ai a priori des tensions différentes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'élément dit de référence que je vais utiliser pour mon diagramme de Fresnel, c'est principalement le courant que vous avez ici. Ça veut dire que sur mon diagramme de Fresnel, ce que je vais tracer, c'est effectivement, mon courant, il est forcément sur l'axe des abscisses. Je vais, comme pour tout à l'heure, le positionner sur la partie, j'allais dire, horizontale de mon système. Et à partir de ça, je vais tracer donc les différents éléments
autres éléments que je vais avoir dans mon système, c'est-à-dire les autres grandeurs, à savoir les tensions. Donc grandeur numéro 1, ben, c'est la tension aux bornes de ma résistance. Donc comme pour tout à l'heure, je multiplie par R et ça va me donner UR. Le courant multiplié par oméga multiplié par J, ça va me donner l'expression de la valeur de la tension aux bornes de la bobine. Et ensuite, troisième élément, mon courant divisé par oméga divisé par C divisé par J, ça va me donner la valeur de la représentation, donc de la tension aux bornes du condensateur. Et donc si effectivement je vous demande le diagramme de Fresnel de cette structure-là, ben, c'est en gros à peu près ça que vous allez me tracer, le courant dans mon circuit, les tensions aux bornes de chacun des éléments, et puis la somme, effectivement, vectorielle que vous allez avoir dans votre circuit, effectivement, donc, puisque la tension U, c'est la somme de la tension aux bornes de R, plus la somme de la tension aux bornes de L, plus la somme de la tension aux bornes de C, donc c'est exactement la représentation que je vous ai donnée ici. Donc je somme vectoriellement UR, UL et UC dans mon circuit. Ce qui signifie effectivement que j'ai a priori un déphasage entre le courant et ma tension. Attention, j'ai fait, dans l'esprit pervers de Thalberg, j'ai considéré que le condensateur était plus fort que la bobine, ce qui veut dire qu'a priori j'ai un déphasage négatif. Mais ça peut être totalement fou, c'est une vue de l'esprit thalbergienne instantanée, hein, on est bien d'accord. Vous pourriez considérer à un moment ou à un autre que la bobine est plus forte que le condensateur, ce qui veut donc dire qu'à ce moment-là, ben, la tension grand U elle serait sur la partie positive et pas sur la partie négative. Donc c'est pas parce que vous avez un schéma série que votre flèche U elle est en bas, hein. Attention, ne vous trompez pas. Et donc mathématiquement, comment vous allez l'écrire? Eh bien on est bien d'accord, hein. La tension grand U, c'est la somme vectorielle de UR plus UL plus UC. Donc c'est donc UR plus UL plus UC. Vous pouvez factoriser par I, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc ça veut dire que U est égal à I facteur de ZR plus ZL plus ZC. Et là, je remplace sur l'ensemble de mon expression R plus JL de oméga plus 1 sur JC de oméga. Et si vous voulez aller plus loin, vous mettez sur le même dénominateur et vous essayez de trouver A plus JB pour l'expression et vous allez tout retrouver. Donc ça, c'est tous les calculs mathématiques. Est-ce que c'est bon jusqu'à là pour mon diagramme de Fresnel? Ouais. Mais monsieur, Yep. ici c'était en parallèle. Et tu ne crois pas si bien dire. Alors, avant d'aller sur ça, non, j'avais un truc. Voilà, c'était ça mon dessin. Et bien, regarde. Et si c'était en parallèle sur mon dessin, même cause, même effet. Effectivement, tu as raison, je peux avoir une représentation parallèle de ma structure, c'est-à-dire la même chose mais positionnée en parallèle. Donc maintenant, si je regarde un petit peu plus mon dessin, on est d'accord pour dire que vous appliquez une tension dans votre circuit et vous appliquez un courant sur un objet. Sauf que ce courant, on est bien d'accord, il va se répartir sur les différents éléments de votre circuit. Ça veut dire que mon courant grand I que je vais avoir à l'origine, il va se transformer en un courant dans la résistance, plus un courant dans la bobine, plus un courant dans le condensateur. Je rappelle que ça, c'est la loi des mailles. La loi des nœuds, pardon. Loi des mailles, qu'il est bête. Donc ça veut dire que I est égal à IR plus IL plus IC. Donc je vous ai donné effectivement à droite la totalité des relations. Donc si on vous demande le diagramme de Fresnel de cette structure-là, donc je rappelle que le diagramme de Fresnel, c'est la représentation graphique de l'ensemble des éléments électriques de votre circuit. Donc là, j'ai représenté sur mon schéma l'ensemble des éléments de mon circuit. Ça veut dire que j'ai une tension et 4 courants à représenter. Comment est-ce que vous allez utiliser votre système? Et bien cette fois-ci, je vais l'utiliser de manière différente. Je vais essayer de rechercher effectivement l'élément qui est, j'allais dire, constant sur l'ensemble de mes formules. Si vous regardez ici sur les formules que je vous ai données, l'élément qui est effectivement l'élément de référence, c'est la tension. Ce qui veut donc dire que dans ma représentation de Fresnel, contrairement à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'utiliser le courant comme élément de référence, cette fois-ci, je vais utiliser la tension comme élément de référence. Et je vais donc essayer d'exprimer les courants en fonction de la tension. Donc je fais exactement comme tout à l'heure, mais à l'envers cette fois-ci. Donc, il me faut donc la formule qui va lier le courant et la tension aux bornes de la résistance. Je vous l'ai donné ici. Le courant dans la résistance, c'est la tension que divise R. Le courant dans la bobine, c'est quoi? C'est la tension que divise JL de oméga.
Ah, le traître, j'ai mis une animation. Qu'il est bête. Donc ça veut dire que cette fois-ci, effectivement, eh ben, le courant dans la bobine qui est représenté ici, on ne le voit pas, j'ai perdu mon truc, il est ici, et le courant dans le condensateur, il est vertical. Donc ça veut dire que je vais reprendre tous mes éléments par rapport à... Je fais exactement comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je le fais à l'envers. Alors attention pour ceux qui n'ont pas vu, je vais essayer de revenir en arrière. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animation, courant dans la résistance, courant dans le condensateur, courant dans la bobine, et à partir de ça, je fais ma somme vectorielle des courants sur la loi des nœuds, ce qui me permet effectivement de tracer la même courbe que tout à l'heure, mais cette fois-ci, non plus en utilisant le courant comme élément de référence, mais cette fois-ci la tension. Et comme pour tout à l'heure, ouh, je suis allé trop vite. Et comme pour tout à l'heure, ce que je disais, tac, tac, ah, où j'ai fait une temporisation alors. Voilà. Et comme pour tout à l'heure, effectivement, vous avez donc un déphasage entre le courant et la tension. Attention, même remarque que sur la version de série, c'est pas parce que le courant a un déphasage positif que c'est la réalité des faits. Il peut être éventuellement négatif. C'est simplement cette fois-ci, j'ai considéré que le condensateur était plus fort que la bobine. D'accord? Surtout, vous ne vous trompez pas. Et même cause, même effet, vous pouvez faire la mise en équation. Et vous remarquerez par ailleurs que la mise en équation, cette fois-ci, je ne la fais pas avec les impédances, mais je la fais avec les admittances. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. Donc attention, quand vous allez faire les diagrammes de Fresnel, la règle de base, c'est de déterminer où se trouve l'élément de référence dans votre circuit. Si effectivement dans votre circuit, votre élément de référence, c'est la tension, ça veut dire que vous allez tracer tous les éléments électriques de votre circuit en fonction de la tension. Et si éventuellement vos éléments sont, je crois que j'ai dit une bêtise, si les éléments sont en parallèle, vous allez utiliser la tension comme élément de référence, et si vos éléments sont en série, vous allez utiliser le courant comme élément de référence. Ce qui signifie que vous allez devoir rechercher naturellement l'élément de référence pour tracer vos différents diagrammes de Fresnel. Et ma question va être très simple maintenant. Si je vous dis pour le réseau électrique, votre maison, le diagramme, et que je vous dis quel élément de référence vous allez utiliser si vous devez tracer le diagramme de Fresnel de votre maison. Allez-vous utiliser le courant ou la tension? Oui, la tension, mais monsieur, j'ai une question. Pour quelle raison? Vous avez utilisé les admittances déjà? Alors, pourquoi la tension? Ah, par rapport à l'action que vous avez dit vous? Oui, oui, pourquoi la tension comme élément de référence? Bah, parce qu'il y a tout qui est branché en parallèle. Parce qu'on a un calcul de 130 volts. Oui, oui, alors, pour la simple et bonne, pour la simple et bonne raison. En série, ça pèterait tout, quoi, s'il y a un Non, qui alors, pour une raison simple, le générateur du réseau électrique, c'est un générateur de tension. Ça veut donc dire qu'il va imposer la tension à votre circuit. Je reprends la définition que je vous ai donnée. Un générateur de tension, c'est un générateur qui impose une grandeur. Dans son cas, c'est la grandeur tension. Et ensuite, effectivement, le courant sera ce que demandera votre circuit. C'est-à-dire que vous allez imposer la tension. Maintenant, la question, si vous avez besoin de faire fonctionner votre circuit, un circuit électrique pour lequel vous imposez la tension, quelle est l'organisation physique que vous allez avoir? Alors, des organisations physiques, vous n'en avez pas 50. A priori, je vous en ai donné que 2. Soit le série, soit le parallèle. Comment vous allez fonctionner? En série ou en parallèle? Ouais, en parallèle. Oui, tout à fait. En parallèle, pour la justification que vous m'avez donnée tout à l'heure. Si vous êtes en série, la défaillance d'un composant va amener à l'arrêt complet de la totalité de votre structure. Alors que sur le schéma que je vous représente là, qu'on a en partage, maintenant, imaginez, je ne sais pas moi, que la bobine ne fonctionne plus.
Bah, si ma bobine ne fonctionne plus, c'est pas grave. J'ai toujours une tension qui est appliquée sur ma résistance, j'ai toujours une tension qui est appliquée sur mon condensateur, donc ma résistance va continuer à chauffer et mon condensateur va continuer effectivement à stocker de la tension. Ça n'aura pas d'impact particulier sur votre structure. Alors que si effectivement si vous avez une structure en élément de série, donc je reviens sur la structure que vous avez là, ben là si vous avez cet élément-là, que vous coupez, c'est bon, que vous coupez par exemple la bobine en plein milieu, si vous appliquez la tension, une tension aux bornes de votre système qui est composée de la résistance de la bobine et du condensateur en série, ben, je réapplique ce que je disais tout à l'heure, hein. Si mon élément est défaillant, en général il est plutôt défaillant en circuit ouvert qu'en circuit fermé, ça veut donc dire que ma résistance ici devrait disparaître, elle devrait être remplacée par quelque chose qui est entièrement ouvert, ben, conclusion, je ne vais plus avoir de courant qui va transiter dans mon circuit. Donc à ce moment-là, la défaillance de L va amener naturellement à l'arrêt de fonctionnement de R et à l'arrêt du fonctionnement de C. Alors qu'effectivement, comme je vous l'ai montré, sur la version identique à celle que je vous représente là, en élément parallèle, le problème ne se posera pas. Puisqu'effectivement, je vais être à peu près tranquille. La défaillance de L ne va pas empêcher R et C de fonctionner. D'accord? Donc on est bien d'accord pour dire que effectivement, ça veut dire que là, en général, les diagrammes de Fresnel que vous allez avoir dans le domaine de l'électricité, dans le domaine du réseau électrique, dans le domaine de votre maison, etc., c'est plutôt un diagramme de Fresnel qui va fonctionner en appliquant U en tant qu'élément constant, excusez-moi, plutôt que le courant. Donc vous allez effectivement avoir plutôt ce magnifique et merveilleux dessin. C'est bon? Du coup, ma question, monsieur, c'était pourquoi vous avez utilisé l'admittance dans la formule? Bah parce que c'est vachement plus facile. Loi des nœuds, hein. La représentation mathématique que tu as sur la structure IR est égal à IL plus IC, hein, c'est la formule que tu as là. Hein. Regarde, je reprends mon petit dessin. Ça, c'est comme si j'écrivais U que multiplie Y de R. Ça, c'est comme si j'écrivais U que multiplie Y de L. Là, je deviens moins bon hein, au niveau écriture. Et ça, c'est comme si tu écrivais U fois Y de C. Pourquoi? Parce que dans mon cas, on est d'accord, le Y, le C, l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur JC de oméga. Et là, j'ai bien écrit l'inverse. Donc ça, c'est bien une impédance. Je suis presque bon pour écrire avec la souris. C'est bon? Ouais, bon, c'est quasiment pareil, mais ouais. C'est quasiment pareil, c'est-à-dire. On serait plus directement les résistances. Enfin, je sais pas. Enfin, les impédances. Bah, tu utilises la loi des nœuds. Hein. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Hein. Tu vas pas utiliser U est égal à machin chose parce que tu n'as pas de relation. Hein. Là, tu es forcément obligé d'utiliser le nœud. I est égal à IR plus IL plus IC. Et IR, c'est donc l'admittance fois U. IL, c'est l'admittance fois U. C'est ce que j'ai écrit ici. Hein. C'est vraiment la représentation qui est là. Quoi. Passer par l'impédance, c'est un moment de suicide. Et de création à un moment ou un autre d'erreur. C'est quasiment sûr. Si tu passes par une impédance, tu vas te planter. Là, c'est vraiment le mode de fonctionnement assez classique. Hein. Tu passeras par l'impédance si effectivement le courant est ton élément de référence, et tu passes par l'admittance si ta tension est l'élément de référence. Parce que les calculs sont vachement plus simples. Tu fais tous tes calculs en moins de 3 secondes. Si tu dois tout réinverser, ça va être un vrai cauchemar. C'est bon?
Donc, ben, du coup, moi j'ai terminé parce que j'avais 1h30, mais j'ai au moins fait le démarrage, c'est-à-dire Fresnel, ce qui va nous permettre effectivement de passer après à l'étape d'après, c'est-à-dire caractérisation des signaux électriques. Donc ça, on fera ça jeudi prochain. Mais ça veut dire que pour chaque séance de TD, je ferai un petit rappel de cours qui empiétera sur le support de cours la prochaine fois. D'accord? Et ensuite, on fera les TD sur les diagrammes de Fresnel et les puissances réactives et apparentes en structure simple monophasée. Et après, on fera des trucs un peu plus compliqués. Donc, ça veut dire que je vous ai mardi et mercredi, sauf erreur de ma part. On est d'accord? Un truc comme ça. Hein? Vous m'avez mardi, je vous ai mardi et mercredi. Hein. Alors, je crois que ça va être mardi, je ne sais pas si c'est EA ou énergie et matériaux ou l'inverse. Donc, on se voit 3 heures. Je ferai donc 1 heure de rappel, alors 1 heure de continuité de cours. Je vais le faire 2 fois. Ça va pas être très cool, mais c'est pas grave. Et je ferai la partie 6, caractérisation de signaux électriques. Donc à la limite, vous pouvez déjà commencer à jeter un coup d'œil. Mais par contre, ce que je vous conseille vivement, c'est vraiment d'aller faire les parties de maths pour la semaine prochaine, c'est-à-dire trigonométrie et nombres complexes. Si vous n'êtes pas à l'aise, il faut que vous le soyez. Je rappelle les règles. La trigonométrie, que ce soit cosinus A plus B, sinus A plus B, cosinus P plus Q sur 2, sinus P plus Q sur 2, cosinus pi sur 2 plus 1 an, sinus moins plus, je sais pas, pi sur 2 plus moins 1 an, etc. Cosinus pi sur 3, sinus machin chose, etc. Ça doit être un automatisme chez vous. Vous devez me répondre ça en 1 minute. Vous avez droit à 1 minute entre le moment où je vous pose la question et vous me donnez la réponse. Pareil pour les transformés, nombre complexe A plus JB en ρ exponentielle Jθ ou ρ cos θ plus J sinus θ. Ça doit être un automatisme chez vous. Si ça ne l'est pas, allez faire les exos et allez vous entraîner sur les parties mathématiques. Je vous ai mis plein d'exos sur le chapitre de maths, faites-le. C'est bon? Je vous abandonne pour vous partir en cours, sinon après on va dire que je laisse mes étudiants tout seuls. Ah non, on n'a pas cours en E1. Ouais, moi, j'ai juste une question, c'est pour le cours de demain. Donc, Ouais, c'est juste pour la VM, il me dit juste que le login étudiant est pas bon, c'est tout. Ils me disent que le login étudiant est pas bon et je peux pas écrire le mot de passe. sur la VM, mais quand tu... Ah, mais en interne? Mais t'as mis Ouais. l'accent sur étudiant ou pas? Je l'ai mis et je l'ai pas mis. J'ai fait les deux, dans le doute. T'as un clavier grec oriental? Je peux le refaire. Non, ça va. Je vais le refaire. Un clavier coréen, chinois, américain. Attends, j'ai pas besoin d'aller chercher chez les trucs particuliers. Un simple clavier, t'as un clavier QWERTY par exemple. Ah, peut-être, ouais, à vérifier quand même que ce soit pas ça. Non, je l'ai. Non. Alors, les logins, c'est root et ensuite A étudiant, A majuscule et étudiant avec un accent. Et ensuite, c'est étudiant sans accent et mot de passe étudiant avec un accent. Non, en fait, ils veulent pas que j'écrive le mot de passe. Ah, mais ça, c'est Et je peux ça. l'arracher. Alors, dans les vrais systèmes, alors, je vais encore taper sur Windows. Dans les vrais systèmes, les mots de passe ne s'affichent pas. Car tu peux. Ok, donc je l'écris je le vois pas que je l'écris, mais je l'écris. Tu ne verras jamais, dans les systèmes Unix, tu ne verras jamais que tu écris quelque chose. Pour la simple et bonne raison, une personne qui serait au-dessus de toi ou dans ton environnement est en mesure potentiellement de savoir en fonction de la vitesse à laquelle tu tapes, quelles sont les touches potentiellement utilisées. Donc c'est tout à fait normal. Ouais. Ouais,